Il y a quelques années, à Abbottabad, au Pakistan, une imposante villa protégée par des murs en béton se dressait dans ce quartier. Souvent, les enfants jouaient au cricket, juste devant. Nous n'avons jamais rien imaginé à leur propos, même s'il y avait quelque chose d'étrange chez eux. Un jour, ils ont eu un problème d'électricité. Je leur ai dit « Donnez-moi votre numéro ». Ils m'ont répondu « On n'a pas de portable, on a beaucoup d'ennemis ». Et pour cause. L'homme le plus recherché au monde, Oussama Ben Laden, s'y cachait avec sa garde rapprochée. Jusqu'à cette nuit du 2 mai 2011. J'ai été réveillé à 7 h du matin par un appel du numéro 3 du poste de la CIA à Islamabad. Et il me dit Olivier, regarde la télévision et je te rappelle. Sur toutes les télés du monde. Et adapté au cinéma 2 ans plus tard. L'opération Neptune Spear de l'armée américaine semblait avoir été écrite pour Hollywood. 2 hélicoptères lancés au galop dans le ciel pakistanais. À bord, 23 gâchettes des forces spéciales Navy Seals, dont le héros, Robert O'Neill, l'homme qui tua Oussama Ben Laden. We were 90% certain it was a one-way mission. We were probably going to die just getting shot down. If Pakistan shot us down, we were flying in their country without permission. They were justified. Les Américains n'informent pas les Pakistanais car ils n'ont pas confiance. À Abbottabad, la maison de Ben Laden se trouve à quelques centaines de mètres d'une importante académie militaire. Le simple fait de ce renseignement-là, on dit mais bon sang, c'est pas possible. Il y a un doute. Il est au plein cœur d'une ville tenue par les renseignements militaires, tenue par les renseignements pakistanais. Une question obsède alors Washington. Son allié pakistanais protège-t-il secrètement son pire ennemi depuis 7 ans? Pour moi, il est impensable que nous, militaires, l'ayons su. Et de fait, nous ne le savions pas. Si nous l'avions su et laissé quand même les Américains agir, ça aurait été la pire des choses. C'était à nous d'agir. Si les Américains avaient dit aux Pakistanais « Ben Laden est dans cette maison, arrêtez-le et livrez-le nous », j'aurais eu peur qu'ils le préviennent en lui disant « Allez-y, filez en douce pendant la nuit ». The pilot went up a little bit and he came down and we knew it was time to get off. We're going to start the fight from right here. J'ai vu les hélicoptères, même s'il faisait nuit. J'ai aperçu comme une roquette, puis un incendie. En violant la souveraineté nationale de son allié, Washington pulvérise 60 ans de collaboration étroite avec le Pakistan. I turned to the right through an open door and I was 1.5 feet, 2 feet away from Osama bin Laden. He had his hands on his wife's shoulder and he was sort of moving her forward. It wasn't a move of surrendering. He is a threat, and so they engaged him. Justice has been done. It is essential that Pakistan continue to join us in the fight against Al-Qaeda and its affiliates. Les Américains ont agi comme si... Je ne sais pas comment décrire ça. C'était pour moi très humiliant en tant que Pakistanais. Ils se prennent pour des seigneurs, des maîtres, ce qui est très difficile à avaler. Humiliés et en colère, les chefs de l'armée pakistanaise, mitraillés par les flashs 2 jours après l'opération Ben Laden, sont soupçonnés de double jeu. Alliés du monde occidental d'une main, protecteurs de l'islam radical de l'autre. L'affaire aura duré plus d'un demi-siècle, sans que le Pakistan n'éveille l'attention. Au commencement, il fut un partenaire majeur pour lutter contre le communisme russe, l'URSS. Pakistan, le pays moderne, qui choisit une femme pour le diriger avant la France.
et qui, après le 11 septembre 2001, s'engage dans la guerre contre la terreur. When the terrorists are defeated and when the peace is won, our two nations will share the peace together. Mais il y a le monde selon Bush et il y a l'autre réalité du Pakistan. Celle des groupes radicaux qui maudissent l'Occident infidèle, appellent au meurtre de ses propres enfants. Assassinent ses dirigeants les plus progressistes. J'ai 70 ans. Le Pakistan en a 75. La moitié du temps, nous avons été gouvernés par 2 familles. Et l'autre moitié par des généraux dictateurs. L'armée est au pouvoir directement ou indirectement depuis 70 ans. L'armée instrumentalise l'islam au nom de l'unité nationale depuis des décennies. Et sans elle, les talibans n'auraient peut-être jamais pris le pouvoir en Afghanistan. Voici l'histoire d'un pays à 2 visages, dont on a longtemps ignoré le rôle majeur dans la fabrique du djihad international. Le Pakistan est un pays qui compte. Il possède des armes nucléaires. Il a une grande capacité pour faire le bien et pour faire le mal. Il est très important d'encourager le premier et de décourager le second. « 240 millions d'habitants. Le 5e pays le plus peuplé au monde. Une religion, l'islam. Si Dieu n'existait pas, le Pakistan n'aurait jamais vu le jour. À l'été 1947, les troupes britanniques quittent le sous-continent indien. C'est la fin de l'Empire des Indes, de la couronne d'Angleterre. L'Inde devient indépendante, mais son territoire va être divisé. Car la Ligue musulmane indienne, dirigée par Muhammad Ali Jinnah, estime que les musulmans ne trouveront pas leur place dans une nation où les Indiens de confession hindoue sont ultra-majoritaires. Ali Jinnah obtient la création d'un État dédié aux musulmans, le Pakistan, pays des purs en ourdou. Il voit le jour le 14 août 1947. The new Republic of Pakistan consisted of 2 zones in the northwest and northeast corners of the subcontinent, separated by 1,000 miles of Dominion of India territory. And at Karachi, capital of the new state, the joyous people hailed their new nation. Un immense chassé-croisé commence. Les hindous quittent le Pakistan, les musulmans quittent l'Inde. 12 millions de personnes déplacées. Ali Jinnah n'aurait pas dû accepter une telle partition. Il a dit que les hindous et les musulmans ne pouvaient pas vivre ensemble, alors que les gens ne demandaient rien et vivaient leur vie. C'est la partition la plus sanglante de l'histoire du monde. Des émeutes ont été provoquées. On a commencé à commettre des meurtres et des homicides. Comme beaucoup de gens refusaient l'exil, certains leur ont dit « Maintenant, c'est notre pays ». Alors des musulmans ont été tués là-bas et des hindous et des sikhs ont été tués ici. Vous n'entendrez jamais une personne âgée dire que le Pakistan a acquis la liberté. Nous avons été divisés, il y a eu des destructions. Ce fut un fiasco. C'est ainsi que le Pakistan a été créé.
la partition des Indes fera entre 700 000 et 1 million de morts. Muhammad Ali Jinnah, homme progressiste et cultivé, rêve d'une démocratie pour le Pakistan. Mais le père de la nation définit mal la place de l'islam et n'aura pas le temps de fixer le cap. Il meurt 1 an après la création du pays. Pendant près de 10 ans, le Pakistan vit sans constitution. Les gouvernements se succèdent dans l'instabilité. Historiquement, le Pakistan n'existait pas. On a simplement réuni différentes nationalités et groupes ethniques. Ce qui a rassemblé tout le monde, c'est l'islam à divers degrés. Certains disaient l'islam n'est qu'une identité et nous pouvons être laïcs. D'autres disaient non, pas du tout. Si on parle d'islam, on parle d'une religion. Un peu le même genre de débat qui agite Israël. Les graines de l'islamisme sont présentes dès 1947. Le Pakistan veut être un État moderne, mais il est basé sur des principes islamiques. Donc l'idée d'un État islamique était déjà présente. Et quand la situation internationale est devenue favorable, l'islamisme a déployé ses ailes et il a décollé. À ma naissance en 1956, le Pakistan ne comptait que quelques centaines d'écoles coraniques, les madrasas. Aujourd'hui, il y en a plus de 100 000. L'islam, pilier de la nation. Mais combien de divisions pour la protéger face au grand rival, l'Inde? Au moment de la partition en 1947, le Pakistan hérite d'un tiers de l'armée, mais seulement 17% des ressources. C'était donc une grande armée avec peu de moyens. Des dollars vont venir de l'Ouest. Il y avait un certain John Foster Dulles, devenu secrétaire d'État du président Eisenhower. C'était un croisé anticommuniste. Il voulait constituer une ceinture de pays alliés pour encercler l'Union soviétique. Les États-Unis pourraient ainsi la menacer militairement et politiquement. Et il était convaincu que le Pakistan faisait partie de ces pays. Il y a ce célèbre incident où Dulles est interpellé par Walter Lippmann, un journaliste. Lippmann lui dit « Pourquoi faites-vous du Pakistan un allié? Leur ennemi, c'est l'Inde. » Dulles se retourne alors dans une remarquable démonstration d'ignorance. « J'ai parlé aux Britanniques et on me dit que dans le sud de l'Asie, les seuls qui savent se battre sont les Gourkhas. » Monsieur Lippmann le coupe. Mais les Gourkhas ne sont pas des Pakistanais. Alors il répond, eh bien au moins ils sont musulmans. Mais non, 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 ils ne sont pas musulmans, ils sont hindous. Et Dulles de conclure, peu importe les détails. Entre les États-Unis et le Pakistan, un pacte vient de naître. Il suffit de lever les yeux au ciel pour voir arriver l'aide américaine. 20 milliards de dollars en 10 ans. Washington pense avoir trouvé un nouvel allié contre la Russie soviétique. Mais les militaires pakistanais, eux, sont obsédés par leur course à l'armement avec l'Inde. Et par la volonté de tout contrôler dans cette jeune démocratie fragile et balbutiante. Pourquoi ne pas tout simplement s'emparer du pouvoir ? Par nature, l'armée n'aime pas le désordre. Et malheureusement, la démocratie est désordonnée, par nature. En octobre 1958, le chef d'état-major des armées, Muhammad Ayub Khan, organise un coup d'État. La première dictature militaire pakistanaise est instaurée avec la bénédiction des États-Unis. Des poignées de dollars, et encore des poignées de dollars.
Tellement de moyens qu'en 1965, Ayub Khan se sent assez fort pour attaquer l'Inde. Il veut reprendre le contrôle du Cachemire. Depuis la partition, l'Inde occupe la moitié de cette région alors que la population y est en majorité musulmane. 2 mois de conflit pour un échec. Les États-Unis, furieux de voir leur argent ainsi utilisé, coupent leur aide militaire. 6 ans plus tard, nouvelle déconvenue. Le Pakistan oriental déclare son indépendance et devient le Bangladesh, avec le soutien de l'Inde. L'humiliation est totale. Et nous sommes devenus des soldats pakistanais avec un but: prendre notre revanche. Pour l'armée, l'échec est tel que sous la pression populaire, un gouvernement civil fait son retour au Pakistan. Zulfikar Ali Bhutto, homme de gauche, partisan du socialisme islamique, est démocratiquement élu. Il devient Premier ministre en 1973. Mais 4 ans plus tard, trahi par son chef des armées, Bhutto est à son tour victime d'un coup d'État. Le général Zia-ul-Haq prend le pouvoir. Pour la première fois au Pakistan, un militaire va imposer une dictature fondée sur un islam ultra-conservateur. Déterminé et impitoyable, il fait exécuter l'ancien Premier ministre par pendaison le 4 avril 1979. Donnez-moi un stylo et je mettrai fin à l'obscurité. J'abattrai les murs et je briserai les chaînes. Je suis une jeune Pashtoune et j'ai foi en la liberté. Je ferai un autre ciel pour toi et je ferai des ombres pour toi. L'ère de Zia-ul-Haq est connue comme la période la plus sombre de notre histoire. Dans ses meetings, il suggérait aux Pashtuns que l'éducation, en particulier celle des femmes, était haram, interdite. Sur nos terres pashtunes, nous avions une vie sociale libre. Nous allions chez les gens. Nous nous joignions aux hommes dans les danses locales. Et lors des mariages, les garçons et les filles dansaient ensemble. Les femmes jouent un rôle dans les décisions familiales. Mais tout a changé sous le général Zia-ul-Haq. L'extrémisme que l'on connaît aujourd'hui a commencé sous son règne. Pashtun, Pendjabi, Mouadjir, Sareki, Baloutch, Sindhi et tant d'autres ethnies, avec chacune leur langue. L'unité nationale pakistanaise a du mal à prendre. Certaines peuplades rêvent même d'indépendance. Le général Zia-ul-Haq, homme pieux et austère, recourt à la charia pour les gouverner tous. Il islamise les institutions, la justice en particulier. C'est un tournant majeur dont le Pakistan subit encore les conséquences aujourd'hui.
Zia-ul-Haq est le plus dur des dictateurs que le Pakistan ait connu. Il faisait fouetter ses opposants en disant que la flagellation était une punition islamique. Il a fait des lois contre le blasphème. Il a également contribué à la création de milices sectaires sunnites et chiites. Mais le plus grave, c'est que pour la première fois au Pakistan, les islamistes radicaux possédaient désormais des armes. Pour tout voir, tout savoir, tout contrôler, Zia-ul-Haq donne des moyens considérables à son service de renseignement, l'Inter-Services Intelligence, l'ISI. Son emblème, un bouc de Markhor, connu pour tuer les serpents. Auparavant, personne ne connaissait l'ISI, et subitement son nom était partout. Avec mes collègues de l'ISI, on s'est rendu coup pour coup. On en fait voir des vertes et des pas mûres. Des pics de stress importants, des retournements, des moments instables, des moments où on ne sait pas, qu'est-ce qu'ils savent, pourquoi est-ce qu'ils nous tournent autour. On se sent en permanence observé tout le temps, donc ça c'est fatigant. Mais en même temps je comprends un peu leur point de vue, j'aurais fait de même si j'étais à leur place. L'ISI informe secrètement l'armée, puis l'armée passe à l'action. Comme le dit l'expression pachtoune, ce sont les oreilles d'un même cheval. L'ISI opère à la fois à l'étranger et à l'intérieur du pays. La CIA et le Mossad sont des agences civiles, mais l'ISI est global, un peu comme l'était le KGB. De manière générale, l'Occident ignore les crimes de l'ISI. Ce sont ces services de renseignement qui permettent de tout contrôler, de suivre les gens, de surveiller l'opinion, de surveiller l'opposition. Tous ces assassinats de journalistes ont sans doute été commandités, orchestrés par la SI. Les menaces devenaient de plus en plus inquiétantes. J'envisageais d'arrêter le journalisme. J'en ai donc conclu que je devais m'exiler. C'était la seule solution à laquelle je pensais. J'ai donc quitté le Pakistan en septembre 2007. Les services de renseignement s'efforcent de trouver une vidéo de votre famille pour vous faire chanter et vous faire taire. Si ça ne fonctionne pas, ils font appel à l'armée et les soldats viennent directement vous tirer dessus. J'ai été kidnappé à Rawalpindi, alors que je roulais en voiture avec mon frère. Les assaillants nous ont encerclés, m'ont enveloppé dans une couverture et m'ont embarqué. J'ai disparu pendant plusieurs jours. Être enroulé dans une couverture, coincé dans un coffre de voiture, c'est terrifiant. Mais c'est aussi comique quand on y pense. Être ambassadeur un jour, considéré comme un traître le lendemain, puis redevenir patriote, tout cela est comique. Il y a un célèbre dicton qui dit « La vie est une tragédie quand on la ressent, mais une comédie quand on y réfléchit ». Grâce à l'ISI, le Pakistan file droit. Mais le général Zia-ul-Haq confie une autre mission à son service secret. Contrer les communistes, laïcs et anti-religieux, qui viennent de prendre le pouvoir de l'autre côté de la frontière, à l'ouest, en Afghanistan. Infiltrés, les agents de l'ISI soutiennent la résistance afghane. Jeunes des campagnes, ultra-conservateurs, en majorité des Pashtuns. Le territoire de cette ethnie est coupé en deux par la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Les combattants,
les Moudjahidines en arabe, trouvent refuge côté pakistanais dans ce que l'on appelle les zones tribales. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre exemple d'un tel soutien d'un pays à un autre. Si le Pakistan n'avait pas soutenu le djihad afghan, est-ce qu'on aurait pu atteindre notre objectif? Il négociait pour nous avec les Américains. Ibrahim Haqqani et ses frères furent parmi les tout premiers résistants afghans. Nous avons triomphé car nous avions l'assurance que nos familles étaient en sécurité. Notre dignité était sauve. Les veuves et les orphelins étaient protégés. Alors nous, les Afghans, nous avons pu nous concentrer sur le djihad. Un djihad contre le communisme. Pour le Pakistan, c'est une occasion historique de renouer avec son vieil allié et généreux donateur, les États-Unis. À Washington, Zbigniew Brzezinski, conseiller à la sécurité nationale, ne rêve que d'une chose: détruire l'URSS. Son idée, s'appuyer sur les Pakistanais pour armer la résistance afghane afin d'obliger les Russes à intervenir. Faire de l'Afghanistan leur tombeau. L'opération Cyclone vient de naître. Quelques mois plus tard, des dizaines de milliers de soldats russes volent au secours du régime communiste en envahissant l'Afghanistan. Le piège a fonctionné. Il faut maintenant asséner le coup de grâce. En février 1980, Zbigniew Brzezinski scelle un pacte avec le général Zia-ul-Haq. La CIA et l'ISI soutiendront les Moudjahidines jusqu'à la victoire. L'Arabie saoudite se joint à l'effort de guerre. Saoudiens et Américains vont déverser des milliards de dollars dans l'opération Cyclone. Le patron de la CIA, Bill Casey, m'appelle et me dit: je veux que tu ailles au Pakistan et que tu prennes en charge le programme. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour réussir. Je vais te fournir des Stinger, des missiles pour les avions. Je vais te donner $1 milliard. Si tu penses que c'est pas assez, rappelle-moi. Je veux que tu décolles la semaine prochaine. J'ai donc dû sortir ma carte pour voir où était le Pakistan. Nous étions tous les deux d'accord pour que cette invasion des Soviétiques en Afghanistan leur coûte très cher. Le coup de maître du Pakistan, avoir convaincu les Américains de leur confier l'argent de l'opération Cyclone. Un groupe appelé Conseil de direction de l'ISI acheminé par avion et par bateau des centaines et des centaines de tonnes de matériel militaire, envoyé par les États-Unis aux commandants afghans à qui ils distribuaient aussi de l'argent. Ce conseil de l'ISI agissait comme l'intendant des États-Unis. Ce n'était pas la participation des Pakistanais à un programme américain, mais bien la participation des Américains à un programme pakistanais. Parfois, ça arrive quand vous êtes le pays le plus riche, le plus puissant. Vous pensez que tout se fait grâce à vous. En réalité, les opérations étaient entièrement entre les mains de l'ISI. Les Américains ont exagéré leur rôle. Ils ont accordé trop d'attention à l'argent et aux armes, et pas assez aux hommes qui tenaient ces armes entre leurs mains. Où sont les commandants chrétiens en Afghanistan? Dites-moi. Vous cherchez un gentil luthérien ou un méthodiste? Non. Chacun d'entre eux était un leader islamiste.
l'ISI et la CIA sélectionnent 7 chefs de guerre. La plupart sont Pashtuns, sauf un, le commandant Ahmad Shah Massoud, un Tadjik. Parmi eux, 4 étaient des fondamentalistes. Les 3 autres étaient plus modérés et ils étaient totalement incompétents. Dès le départ, l'ISI impose ses préférés, qu'elle connaît depuis plusieurs années, à commencer par Jalaluddin Haqqani. Jalaluddin Haqqani était un commandant et c'était un bon. Il ressemblait un peu à Rasputin. Nous étions en contact avec son clan et je lui ai donné beaucoup d'argent. Les Haqqani avaient besoin de l'ISI pour protéger leurs familles réfugiées au Pakistan. L'ISI appréciait de les avoir sous son aile parce qu'ils faisaient partie des plus accommodants. Jalaluddin Haqqani est aujourd'hui décédé. Éternel compagnon d'armes et conseiller, son frère Ibrahim a toujours été à ses côtés. Jalaluddin Haqqani a voyagé dans le nord et dans le sud du Waziristan et dans les zones tribales. Il a tenu des réunions, expliqué aux anciens que la Russie occupait l'Afghanistan et que le djihad était une obligation. Il a été choisi comme leader parce qu'il sait garder les secrets de chacun. Et il n'a fait de mal à personne. Le Pakistan traite Jalaluddin Haqqani et les siens avec tous les égards. Ils deviennent ses yeux et ses oreilles. Mais pour l'avenir de l'Afghanistan, l'ISI mise sur un autre de ses préférés. Gulbuddin Hekmatyar. The Islamic Party, whose leader, engineer Gulbuddin Hekmatyar, is in Pakistan. C'est un être humain très sombre. Vous fixez ses yeux noirs et vous ne voyez rien. Il porte un turban noir, il a une barbe noire de jet. Il est sombre, à la fois physiquement, en couleur et en humeur. Il n'a jamais eu confiance en moi, ni moi en lui. Il s'agissait de savoir qui était le plus en accord avec la vision pakistanaise. Or, Hekmatyar était un panislamiste, et en tant que tel, il était prêt à défendre les objectifs du Pakistan autant que ceux des Afghans. À cheval, contre les tanks russes. Comme le Figaro, la presse occidentale quasi unanime célèbre les héros afghans à l'assaut du communisme. Concernant le fanatisme islamiste, on nie et l'on mythifie. On a bien vu que tout ce pacole et cette tenue du combattant afghan était très populaire. On voyait ça comme des résistants à une invasion. On aidait ces résistants. Et puis oui, ils avaient une religion forte, mais on pensait que c'était les us et coutumes de l'Afghanistan et ça ne nous choquait pas du tout. Et on n'a pas vu de danger arriver à ce moment-là. L'Amérique s'invente des alliés et les invite à la Maison-Blanche. Lorsque le président Reagan a déclaré que ces moudjahidines étaient l'équivalent moral des pères fondateurs de l'Amérique, il ne réalisait pas qu'ils se fichaient de George Washington et de Thomas Jefferson. Ils avaient leur propre système de croyances. Les responsables de la CIA m'ont demandé « Ce serait bien que Jalaluddin Haqqani vienne en Amérique. » En rentrant, je lui ai dit « Les Américains veulent t'inviter. » Il a ri et m'a répondu « Je n'irai jamais en Amérique. » Pour lui, tous les infidèles sont les mêmes. Ils ont leur propre but politique et ne veulent jamais le bien des musulmans. Le fondamentaliste Gulbuddin Hekmatyar refusera lui aussi de s'afficher aux côtés de Ronald Reagan. Autant d'alertes que les Américains n'entendent pas ou ne voient pas. Ils font confiance à l'ISI.
alors que de nouveaux acteurs s'invitent dans l'effort de guerre. On les appelait les Arabes afghans. Ils étaient une nuisance. Ce sont les premiers djihadistes internationaux. Parmi eux, un jeune Saoudien, fils de bonne famille. Les Pakistanais ne les aimaient pas, les Afghans non plus. Mes commandants afghans me disaient « Ces types sont insupportables ». Sauf que chaque mois, ils donnaient environ 25 millions de dollars pour l'effort de guerre. Combattants étrangers et moudjahidines par milliers. Ainsi est né le djihad international au XXe siècle. Les récits historiques ignorent le rôle aussi discret que crucial de l'ISI, dont la plupart des officiers de terrain sont eux aussi des islamistes convaincus, comme Sultan Amir Tarar, alias Colonel Imam. C'était un simple soldat, très investi. Il faisait partie de ces hommes qui sont allés en Afghanistan, ont entraîné les Afghans et ont combattu à leur côté. Il était le membre emblématique de l'ISI dans son soutien aux Moudjahidines. Il était lui-même formateur des forces spéciales. Je l'ai très bien connu. Il parlait les deux principales langues afghanes, le pachtou et le dari. Son engagement l'a rendu populaire. C'est comme ça qu'il est devenu un personnage de légende. C'était un fondamentaliste. Il se voyait comme un membre du djihad international, tout en se considérant comme l'ami de ses collègues de la CIA. Est-ce qu'il agissait dans l'intérêt de l'ISI et des Pakistanais? Bien sûr. Je suis censé en penser quoi? C'est évident. Le double jeu personnifié. Dans les zones tribales pakistanaises, on se met à fabriquer des armes à tour de bras. On parlera bientôt de culture de la Kalachnikov. L'Amérique, elle, finance l'artillerie lourde, en alimentant un immense marché noir tenu d'un bout à l'autre par l'ISI. Les Pakistanais et moi acheminions des navires vers Karachi avec des centaines de tonnes de matériel militaire que j'achetais en Chine ou en Égypte, ou même au pays du pacte de Varsovie. Trop content de vendre des armes aux Américains pour tirer sur les Russes. C'était incroyable. Ce vaste trafic d'armes permet aux Moudjahidines de harceler les Russes sans relâche. À Washington, certains élus commencent à poser des questions sur le programme afghan de la CIA. Le contrôle exercé par le Congrès est tel que vous voulez montrer que vous maîtrisez la situation. Les élus demandaient « Comment est-ce qu'on peut faire confiance aux Pakistanais ?» Bah oui, vous pouvez. Pourtant, l'ISI du pieux Zia-ul-Haq encourage le développement d'une autre source de financement, l'héroïne. Dès 1987, l'Afghanistan en devient l'un des premiers producteurs mondiaux. Au nom de l'effort de guerre, les États-Unis ferment les yeux. J'ai souvent expliqué que la dernière chose que je voulais faire, c'était de lutter contre les trafiquants de drogue, alors que j'avais face à moi la 40e armée soviétique. L'estocade portée à l'armée rouge a un nom. Le Stinger. À partir de 1986, les Américains livrent 1 millier de missiles sol-air aux Moudjahidines, qui pulvérisent les hélicoptères russes. Je suis sûr à 100% que nous aurions vaincu les Russes.
Mais sans les Stinger, le djihad aurait duré plus longtemps. Mohammad Zia-ul-Haq ne célébrera jamais la victoire contre le communisme. Le 17 août 1988, l'avion qui le ramène vers la capitale s'écrase. Il n'y a aucun survivant. Accident ou attentat? À chacun sa théorie. Ce crash est devenu l'un des grands mystères du Pakistan. Le programme afghan a-t-il été une réussite ou un choix judicieux? Je pense oui, parce qu'il a fonctionné. L'armée soviétique a dû battre en retraite, a quitté l'Afghanistan, et donc c'est une réussite complète. C'est la fin de l'homme rouge. Hier, la grande armée, et maintenant le fiasco. À bout de souffle, les Russes évacuent l'Afghanistan. 9 mois plus tard, la chute du mur de Berlin annonce la fin de l'URSS. L'Occident triomphe, l'Amérique peut régner sur le monde. Elle ne se doute pas que dans 10 ans, ses alliés du programme afghan deviendront ses pires ennemis. Le moment le plus dangereux, c'est quand on atteint son but. Et à ce moment-là, je pense que nous avons échoué. Les États-Unis ont dit « c'est bon, c'est fait ». Et on a décidé de partir. Les États-Unis cessent brutalement tout soutien à l'armée pakistanaise pour une raison en particulier. Ils refusent d'aider leurs alliés à obtenir la bombe atomique. Le Pakistan se tourne alors vers la France. En février 1990, le président François Mitterrand vient célébrer la fin de la dictature et l'avènement d'une femme, Benazir Bhutto, à la tête du pays. On plante un arbre et bientôt une centrale nucléaire. M. Mitterrand l'a annoncé tout à l'heure, Madame Bhutto, à ses côtés, était tout sourire, car c'est un grand succès politique pour elle. Pourtant, la centrale ne sera jamais construite. Le risque de voir le pays des purs basculer dans l'islamisme est trop grand. Car la société pakistanaise continue de se radicaliser. Elle va bientôt devenir l'un des berceaux du terrorisme international. Une terre d'accueil pour des djihadistes d'un nouveau genre. Ceux du monde occidental et de la France en particulier. Je mange djihad, je dors djihad, je respire djihad. Ça devient mon unique obsession. Quand une idéologie vous dit, liée à votre croyance qui plus est, que si vous mourrez, vous ne mourrez pas et que vous aurez des récompenses qui vous empêchent de connaître le tourment de la tombe, le jugement, que je ne risque pas la damnation si je tue un être humain. Au contraire, je serai récompensé. Donc moi, je valide.